Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le cours des web services SOAP et REST. Cette présentation ou bien ce cours est préparé par Ahmed Hilali et moi, Eskour Hamza. Alors, on va commencer notre cours par une introduction. On va voir un petit peu l'architecture des systèmes distribués des entreprises. La deuxième partie du cours, c'est les web services. On va commencer par une partie des API. Après, on va voir qu'est-ce que ça veut dire les web services et quels sont les différents types de web services. Après, on va voir en détail les web services SOAP et les web services REST. Et à la fin, on va conclure par une comparaison entre les deux types de web services. Avant de commencer le cours sur le web service, j'aimerais bien de vous rappeler quelques éléments concernant la qualité logicielle. Dans n'importe quel projet informatique, on trouve deux types d'exigences, des exigences fonctionnelles et des exigences techniques. Les exigences fonctionnelles sont les besoins fonctionnels des entreprises, c'est-à-dire qu'il faut respecter les besoins de l'entreprise. Et si on parle des exigences techniques, automatiquement on parle de la performance du logiciel, c'est-à-dire le temps de réponse, la haute disponibilité et la tolérance aux pannes. Le deuxième élément, c'est la maintenance. Une application doit être évoluée dans le temps, c'est-à-dire elle doit être fermée à la modification et ouverte à l'extension. Il y a aussi la sécurité. Bien sûr qu'une application doit être sécurisée. Il nous reste deux éléments qui nous intéressent. Le premier élément, c'est la distribution, c'est-à-dire l'application doit être capable d'être distribuée. C'est de la programmation orientée objet distribué. Dans ce type de programmation, les objets de l'application se trouvent dans des applications différentes, des machines différentes et des systèmes d'information différents. Et le deuxième élément qui nous intéresse, c'est la capacité de communiquer avec d'autres applications distantes. Et c'est le rôle ou bien l'objectif du web service et on va voir ça en détail par la suite. Le seul moyen pour développer une application qui permet de satisfaire ces exigences, il faut utiliser des serveurs d'applications J2E, par exemple Tomcat, WebSphere, des frameworks pour le mapping objet relationnel, par exemple JPA et Hibernate, et pour le développement d'applications web, par exemple Spring MVC, Struts, etc. Plusieurs. Et concernant les middleware, il y a RMI et Corba pour les applications distribuées. Juste pour information, RMI il permet à un objet Java dans une machine de communiquer avec un autre objet Java dans une autre machine. Et Corba, elle fait exactement la même chose mais avec des langages différents. C'est-à-dire, elle permet aussi à un objet dans une machine de communiquer avec un autre objet dans une autre machine, mais ce n'est pas obligatoirement un objet Java. Elles peuvent être entre deux objets différents. Il y a aussi le JAX WS pour les web services SOAP et JAX RS pour les web services REST. Et on va voir par la suite en détail le JAX WS et le JAX RS. Alors, donc, maintenant, on va voir l'architecture des systèmes distribués des entreprises. Chaque entreprise dispose de son propre système de gestion de bases de données relationnelles. En général, l'architecture des systèmes distribués des entreprises contient une couche DAO pour faire le mapping objet relationnel. Il y a aussi une couche métier qui contient les traitements et on peut accéder à cette couche via le protocole HTTP, c'est-à-dire on a besoin d'une couche web. Il y a aussi la couche qui nous intéresse, c'est la couche service. Cette couche qui permet à votre application de communiquer avec une autre application à distance. Parfois, pour faire un traitement, il faut se connecter à un système d'information à distance. Et du coup, la couche métier qui va exécuter les traitements utilise la couche service et exactement un web service qui va appeler au traitement au niveau de l'autre système d'information. Et l'autre système, elle va faire aussi les traitements nécessaires. Et le web service, elle va récupérer les résultats et les envoyer vers le client. Maintenant, on va voir la deuxième partie, les web services. Dans cette partie, on va voir deux notions. Qu'est-ce que ça veut dire une API et qu'est-ce que ça veut dire un web service? Une API, Application Programming Interface. API permet de rendre disponibles les données ou les fonctionnalités d'une application existante afin que d'autres applications les utilisent. Et un web service, c'est un objet qu'on va lui créer dans lequel on fait des traitements, sauf que les traitements de cet objet-là,
Ils peuvent être appelés à distance par une autre application développée avec un autre langage. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement les applications qui peuvent appeler à cet objet doivent être de même langage. Non, ils peuvent être développés avec un autre langage. Par exemple, Java, PHP, .NET, COBOL, etc. On distingue deux types de web services. Il y a des web services SOAP et des web services REST. Maintenant, on va commencer par les web services SOAP. Maintenant, on va faire l'architecture J2E. Ça, c'est une architecture d'une manière générale. Alors, la partie la plus importante dans une application J2E généralement, c'est la couche métier, parce que c'est elle qui va faire les traitements. Il y a aussi la couche web. Dans la couche web, on peut déployer des composants comme Servlet JSP quand il s'agit de développement web, par exemple Spring MVC, etc. Avec Servlet JSP et à travers un client HTTP, on peut envoyer des requêtes, faire des traitements, récupérer des résultats et après fournir une réponse, soit au format HTML, JavaScript, CSS, etc. On trouve aussi dans la couche web des web services. Des web services basés sur le protocole SOAP, qui va utiliser le protocole HTTP, mais également combiné à la technologie XML. Et pour déployer ces web services, on peut utiliser des frameworks comme Access, CXF, etc. Il y a des web services REST. C'est un autre web service qu'on peut l'invoquer directement via un simple protocole HTTP à partir de n'importe quelle application mobile, jQuery, etc. Et dans ce type, on n'est pas obligé d'utiliser XML. On peut utiliser plusieurs formats XML, JSON, SVG, HTML, etc. Nous avons dit qu'un web service est un objet qu'on va le créer dans lequel on fait des traitements. Sauf que les traitements de cet objet-là, ils peuvent être appelés à distance par une autre application. Alors, une application quelconque peut toujours envoyer une requête SOAP vers le web service. Et le web service qui va communiquer avec la couche métier pour faire des traitements. Et cette dernière, elle va utiliser les services de l'infrastructure. Il y a plusieurs services de l'infrastructure qui sont offerts par le J2E, par exemple, JAX RS, JAX WS, etc. Et qui vont être utilisés par un framework. Maintenant, on va voir les concepts fondamentaux des web services SOAP. On distingue trois concepts. Qu'est-ce qu'un protocole SOAP? C'est quoi le WSDL et c'est quoi le UDDI? Commençons par SOAP. Le protocole SOAP, Simple Object Access Protocol. Nous avons dit que le SOAP est un protocole HTTP qui est combiné à la technologie XML. Elle est faite pour échanger les données structurées entre les applications ou les machines, c'est-à-dire tout simplement, elle est là pour communiquer entre les machines. Pour qu'un client puisse faire un appel à un web service, la première des choses que le client a besoin, c'est l'interface service, c'est-à-dire le client a besoin de savoir comment s'appelle le web service et les méthodes qui se trouvent ou bien qui existent dans le web service et pour chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et de sortie. C'est la raison pour laquelle il y a le WSDL, le Web Service Description Language. C'est un fichier XML qui permet de faire la description d'un web service. Ce fichier contient le nom du web service, l'adresse du web service, les différentes méthodes qui existent dans le web service et pour chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et de sortie. Donc, pour bien comprendre, on va voir le cycle de vie d'utilisation. Donc, on a un client et un serveur web dans lequel on a un web service. Si le client ne connaît pas l'adresse de serveur, donc il a besoin d'appeler un annuaire. Autrement dit, il fait appel à un web service qui va se charger de chercher l'adresse du web service qu'il veut. Le passage par l'annuaire, c'est optionnel. On utilise les annuaires sauf si on ne sait pas l'adresse du serveur. Alors, maintenant, le client sait l'adresse IP du serveur. Donc, la première des choses qu'il fait, c'est l'envoi d'une requête HTTP vers le serveur pour demander le WSDL, c'est-à-dire pour demander le format du web service. Parce que le client, il sait l'adresse, mais il ne connaît pas comment appeler les méthodes et quelle est la structure du web service. Donc, le serveur répond par un fichier XML qui contient l'interface du web service, c'est le WSDL. Elle contient
toutes les informations sur le web service. Maintenant, le client connaît tous les détails nécessaires sur le web service, donc il envoie une requête SOAP. Dans ce moment, le serveur va exécuter cette opération et elle va retourner un résultat. Ce résultat s'appelle une réponse SOAP. Donc, la communication entre le client et le serveur se fait via le protocole SOAP et la même chose entre le client et l'annuaire. Parce que le client, pour communiquer avec l'annuaire, il utilise le protocole SOAP. Pour bien comprendre le schéma de cycle de vie d'utilisation, on va parler de l'architecture SOAP. Pour qu'un client développé avec n'importe quel langage, quel que soit le PHP, Java, .NET, etc., puisse faire un appel à une méthode qui se trouve dans un web service. Elle doit envoyer une requête SOAP. La requête SOAP est une requête HTTP et dans le corps, on trouve le nom de la méthode qu'on veut l'appeler et ses paramètres. Donc, on a un message XML envoyé par le client vers le serveur. Au niveau de ce serveur, il existe des API, par exemple JAX-WS, JAX-B, etc., qui sont capables de lire ce message et elle va comprendre qu'on va exécuter une méthode donnée. Elle va faire appel à cette méthode pour faire le traitement et après, par la suite, elle récupère la réponse et elle les envoie dans une requête HTTP sous forme d'un message XML qui s'appelle une réponse SOAP. Pour bien comprendre le schéma de cycle de vie d'utilisation, on va parler de l'architecture SOAP. Pour qu'un client développé avec n'importe quel langage, quel que soit le PHP, Java, .NET, etc., puisse faire un appel à une méthode qui se trouve dans un web service. Elle doit envoyer une requête SOAP. La requête SOAP est une requête HTTP et dans le corps, on trouve le nom de la méthode qu'on veut l'appeler et ses paramètres. Donc, on a un message XML envoyé par le client vers le serveur. Au niveau de ce serveur, il existe des API, par exemple JAX-WS, JAX-B, etc., qui sont capables de lire ce message et elle va comprendre qu'on va exécuter une méthode donnée. Elle va faire appel à cette méthode pour faire le traitement et après, par la suite, elle récupère la réponse et elle les envoie dans une requête HTTP sous forme d'un message XML qui s'appelle une réponse SOAP. Donc, avant de parler d'une requête ou réponse SOAP, on va voir la structure d'un message SOAP en général. Donc, généralement, la racine de message, c'est SOAP envelope. Donc, toujours dans un message, on trouve une balise enveloppe. Il y a aussi le SOAP header, c'est une partie optionnelle qui contient les entêtes. La troisième partie, c'est le SOAP body. Elle contient les méthodes et les paramètres qui seront exécutés par le destinataire final. Et dernièrement, SOAP fault, c'est un élément facultatif défini dans le corps SOAP et qui est utilisé pour reporter les erreurs. La requête SOAP, c'est un message XML qui est transporté par une requête HTTP. Et quand on parle d'une requête HTTP, ça veut dire qu'on a des entêtes qui contiennent tout ce qui concerne le protocole lui-même, qui va être utilisé par le serveur web. Et après, on a un message XML qui va être utilisé par le conteneur SOAP, c'est-à-dire que les API qui va se charger de traitement du web service. Dans notre exemple, dans le corps de la requête, on trouve le nom de l'opération qu'on veut l'exécuter. C'est-à-dire le client envoie un message XML qui indique au serveur comme quoi je veux exécuter une méthode conversion. C'est pour ça qu'on trouve les balises conversion. La balise conversion, c'est-à-dire que je veux exécuter une méthode qui s'appelle conversion. Et bien sûr, si je veux faire un appel à une méthode conversion, je veux envoyer le montant de l'opération comme paramètre. C'est pour ça qu'on trouve des balises montant. C'est-à-dire que les paramètres de la méthode conversion, c'est le montant et on a la valeur du montant. Maintenant, on va voir la réponse SOAP. La réponse SOAP est un message XML qui contient la réponse et qui est transporté par une réponse HTTP. En général, dans la réponse SOAP, on trouve le résultat. C'est pour ça, dans notre exemple, on trouve une balise qui s'appelle conversion réponse et à l'intérieur de cette balise, on trouve une balise qui s'appelle return. Cette balise qui contient le résultat qu'on va l'envoyer au client. Maintenant, on va voir la mise en œuvre ou l'implémentation des web services avec JAX-WS.
Tout d'abord, c'est quoi JAX-WS? JAX-WS est une API qui a été intégrée au JDK 1.6, c'est-à-dire la version 6 du Java, qui permet de créer facilement des web services en utilisant quelques annotations. Un web service, c'est une classe qu'on va la créer et qui contient des méthodes. Par exemple, on a une classe bank service qui contient des méthodes. Pour que cette classe devienne un web service, on ajoute la notation web service. Et dans cette annotation, on peut spécifier le nom du web service en utilisant l'attribut service name. Sinon, par défaut, il prend le même nom que la classe. Bien. Chaque méthode doit précéder par une annotation web méthode. Et on peut aussi attribuer un nom à cette méthode en ajoutant dans la notation l'attribut opération name. Et sinon, elle va prendre par défaut le nom de la méthode. Maintenant, concernant les paramètres, la notation webParam, ce n'est pas obligatoire, mais on l'utilise pour attribuer un nom en paramètre. Côté Java, dans notre exemple, le paramètre, c'est MT. Oui, c'est MT, c'est-à-dire le montant. Pour la méthode conversion, c'est MT pour la méthode conversion, mais au niveau de la requête SOAP, il faut envoyer le nom du paramètre parce que si on voyait dans la requête SOAP MT, ça ne va pas marcher. Et si on n'utilise pas l'attribut webParam dans la requête XML, il faut utiliser les paramètres par défaut qui sont arg0, arg1, arg2, etc. Maintenant, on va voir JAXB. Donc, l'API JAX-WS utilise une autre API qui fait partie de Java qui s'appelle JAXB, qui a été intégrée dans le Java 6 aussi. JAXB, tout simplement, c'est une API qui permet de faire la conversion entre les objets Java en XML. Autrement dit, avec JAXB, on peut facilement prendre un objet Java et le convertir en format XML. Et l'inverse, à partir d'un message XML, je peux désérialiser un objet Java. Par exemple, une application pourra, à partir d'un fichier XML, je peux construire un objet Java, ce qu'on appelle la désérialisation. Et également, un objet Java, je peux le convertir en format XML. Et aussi, je peux générer une classe à partir d'un schéma XML parce que dans Java, pour définir la structure d'un objet, on l'écrit dans une classe. Et dans XML, pour faire ça, on le fait dans un schéma XML. Et donc, si j'ai un schéma XML, je peux générer une classe. Et vice-versa, tout ça, il peut être fait par JAXB. Alors, nous avons vu la partie théorique des web services SOAP. Et aussi, nous avons vu des exemples. Donc, maintenant, je passe la parole à M. Ahmed pour voir un cas pratique des web services SOAP. Merci Hamza. Maintenant, après avoir vu toute la partie théorique, passons à un exemple pratique. Prenons deux applications J2E communiquant entre elles à travers le protocole SOAP. D'un côté, nous aurons l'application serveur et de l'autre, notre application client. Notre exemple aura pour objectif de gérer une banque. Il nous donnera la possibilité d'ajouter un nouveau compte, d'en récupérer un et de lister l'intégralité des comptes de notre banque. Nous allons aussi ajouter une petite conversion de l'euro dirham pour donner plus de diversité et de dynamisme à notre application. Côté serveur, nous aurons une application J2E. Commençons par la créer. Elle portera le nom de Bank Swap WS. Nous allons avoir un package AskBly avec une architecture assez simple et bien structurée. Un sub-package entity avec notre classe principale account que nous allons définir par la suite. Notre package métier avec l'interface eBank ainsi que la classe eBank Implement. Et pour finir, notre classe service JWS sous le package serveur qui va s'occuper de la création du serveur ainsi que sa communication avec l'extérieur. Notre classe account implémentera l'interface réalisable. Elle aura comme attribut un code pour référencer le compte, le nom du propriétaire, son solde et la date de création du compte. Nous allons générer les constructeurs dont nous aurons besoin ainsi que les différents getters et setters de nos attributs. L'interface métier sera assez simple, 4 fonctions au total. Une pour la conversion, une autre pour l'ajout, une pour la récupération et une dernière pour récupérer les différents comptes de notre banque. La classe BankImplement implémentera notre interface métier. Maintenant, nous allons redéfinir les différentes fonctions de notre interface. Commençons par créer une variable de type map où nous allons regrouper les différents comptes de notre banque. Cette map sera indexée par le code du compte de type lang. En premier lieu, nous allons surcharger la première fonction convert.
Elle s'occupera de la conversion d'un montant en euros passé en paramètres au dirham, en le multipliant par 11,3. Notre deuxième fonction va s'occuper de la création d'un nouveau compte. Elle prendra en paramètre le code du compte, le nom du propriétaire ainsi que son solde. Notre fonction vérifiera en premier lieu si le code n'est pas déjà existant au niveau de notre map. Dans le cas contraire, ce dernier sera automatiquement ajouté à notre liste. Nous aurons une troisième fonction pour récupérer un compte préalablement enregistré au niveau de notre banque. Cette recherche sera basée sur le code du compte. Une dernière fonction nous donnera la possibilité de récupérer la totalité des comptes enregistrés au niveau de notre banque. Cette fois, nous allons créer un set de type lang pour récupérer l'intégralité des keys de notre map et par la suite, nous allons faire une boucle dessus pour récupérer les comptes de notre map et le retourner dans une liste de type account. Maintenant que notre logique est élaborée et finalisée, nous allons passer à l'importation des librairies dont notre application aura besoin pour utiliser le protocole SOAP. Sur IntelliJ, c'est assez simple. Il faut partir vers l'angle Project Structure et ajouter les différentes librairies. Pour notre part, nous avons regroupé l'intégralité des librairies requises dont notre application aura besoin dans un dossier que nous allons maintenant importer. Ce groupe de librairies, nous allons le nommer SwapWS. Commençons maintenant par la classe Account. Nous allons lui ajouter la notation XML root element qui indiquera au protocole SOAP que le message XML que nous allons générer représentera un élément XML à qui nous allons donner le nom account. Par défaut, il prendra le nom de notre classe. Pour spécifier le service que nous allons utiliser, nous ajoutons la notation web service à notre classe. Nous allons lui assigner le nom de banque WS. Par défaut, comme l'a préalablement indiqué mon binôme, elle prendra le nom de notre classe. Chacune de nos méthodes sera précédée par la notation web method. Dans le cas où on veut spécifier le nom avec lequel notre fonction sera accessible de l'extérieur, on ajoute à notre annotation l'attribut OperationName. Pour nos paramètres, il est préférable de leur spécifier un nom avec la notation webParent pour que notre code soit plus visible à travers le code XML qui sera généré par la suite. Appliquons ça à toutes nos fonctions. Passons maintenant à notre classe principale du côté serveur. Pour cela, nous aurons besoin d'une fonction main. Nous allons commencer par spécifier l'adresse d'accès et son port. Prenons comme exemple le port 8585. Pour publier le web service, nous allons utiliser la classe endpoint avec la méthode publish. Nous allons lui passer deux paramètres, l'URL du serveur et le service qu'elle va utiliser, qui est dans notre cas l'implémentation de la classe banque. Cela générera un serveur sur le port spécifié, accessible bien sûr pour notre cas seulement en local. Nous allons ajouter un peu de formatage à notre fonction pour suivre l'évolution de son fonctionnement. En l'exécutant, on peut remarquer que notre code fonctionne correctement et que notre serveur est bien démarré. Comme mentionné avant, il est accessible depuis cette URL-là. Notre service donne la possibilité de voir son code au format WSDL, Web Service Description Language. Depuis ce dernier, nous allons pouvoir voir les différentes fonctions qu'il propose ainsi que les différents paramètres dont il a besoin. Pour tester nos fonctions, nous allons utiliser l'outil SwapUI, un outil graphique qui donne la possibilité de tester les web services et aussi la possibilité de mieux visualiser les requêtes et les réponses qui seront transmises entre nos deux applications. Pour commencer, nous allons créer un nouveau projet Swap dans SwapUI. Nous aurons besoin de copier l'adresse de notre service sous le port 8585. Nous allons lui changer le nom pour une meilleure visibilité. En cliquant sur OK, SwapUI va se connecter au serveur et récupérer le code WSDL et analyser les différentes fonctions que notre serveur propose. Il est vraiment plus agréable de voir nos requêtes sous ce format-là. En double-cliquant sur les requêtes, nous arrivons à voir leur structure et les éléments dont elles ont besoin pour fonctionner correctement. Pour notre fonction getAllAccount par exemple, aucun paramètre n'est demandé. En exécutant, nous pouvons voir que son contenu est temporairement vide. Ajoutons maintenant un nouveau compte. Vous pouvez voir que nous pouvons spécifier les paramètres dont notre fonction a besoin à travers leur nom. C'est ceux que nous avons mis dans la notation webParent.
Ajoutons maintenant un nouveau compte sous mon nom. Notre fonction retourne true, comme quoi elle a bien été exécutée. Nous allons relancer maintenant notre fonction getAllAccount pour voir si notre compte a bien été ajouté à notre liste. Ajoutons maintenant un nouveau compte pour Hamza. Il a bien été ajouté. Essayons maintenant nos autres fonctions. Commençons par récupérer l'un des comptes. Il est bien récupéré et on peut voir son solde et sa date de création. Terminons par une petite conversion rapide. Nous sommes dans une architecture où le client communique avec notre serveur avec le protocole SOAP sous le format XML que nous venons de voir. Mais notre application a besoin d'un proxy pour traduire le message à l'application client. Il en existe plusieurs, tels que JAX RPC, JAX WS, Apache CXF et j'en passe. Nous allons avoir besoin d'un stub pour s'occuper de ce proxy. Nous allons commencer par configurer SwapUI avec notre JDK. Maintenant, nous allons créer notre application client. Avec SwapUI, nous pouvons facilement créer un proxy JAX-WS en précisant le dossier source et bin de l'application cible, ainsi que le lien vers notre service. Générons-le maintenant. Il a bien été généré. Nous pouvons voir maintenant, au niveau de notre application client, de nouveaux fichiers. L'ajout en premier lieu du package métier sous le dossier source, avec les différentes classes de notre service qui ont été générées à partir du schéma WSDL que nous lui avons donné, ainsi que l'ajout de fichiers dans le dossier bin contenant des fichiers .class. Tout ce code-là, nous ne l'avons pas créé. Il est maintenant temps de créer notre propre client. Nous remarquons qu'une classe avec le même nom que notre service a été générée. Elle représentera notre stub. Elle sera du type Bank Implement Service et nous l'utilisons pour récupérer le port de notre service. À travers notre stub maintenant, c'est très facile d'utiliser le service. Nous allons commencer par tester la fonction de conversion. Que donnerait par exemple 700 € en dirhams? Ce n'est qu'un simple test, donc notre code ne sera pas dynamique. Nous allons ajouter un peu de formatage à notre code pour qu'il soit plus lisible. Maintenant, nous allons créer de nouveaux comptes avec différents codes, noms et soldes. Et puis, on va essayer de les lister. De cette façon, nous aurons testé toutes les fonctionnalités que propose notre service. Donnons un peu de style à notre affichage, cela ne fera aucun mal. En exécutant notre code, on peut voir les différents comptes qui ont été créés en utilisant notre web service. Maintenant, je passe la parole à mon binôme Hamza pour présenter les web services REST. La quatrième partie, c'est les web services REST. Donc, avant de parler des web services REST, on discute l'un des inconvénients majeurs du web service basé sur le protocole SOAP. C'est l'utilisation du fichier XML, ou bien du XML en général. C'est vrai que XML a beaucoup d'avantages. Il y a plusieurs choses qui sont très importantes, comme l'utilisation du schéma XML, etc. Mais il y a un inconvénient majeur, c'est que XML est volumineux. Par exemple, si on veut envoyer une requête SOAP, quelle est l'information la plus importante? C'est le nom de la méthode et les paramètres. Et pour transmettre ce message, il faut l'envelopper dans un ensemble de balises, ce qui rend le message XML un peu lourd et ce qui impacte aussi le temps de chargement de ce fichier. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'il y a un moyen qui permet de faire la même chose? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moyen qui permet d'envoyer une requête d'une manière plus simple et recevoir une réponse simplifiée? La réponse c'est oui, c'est le web service basé sur le protocole REST. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un web service REST. Representational State Transfer. Le web service REST est un style d'architecture pour les systèmes intermédiaires distribués, c'est-à-dire toujours pour créer des applications distribuées qui permettent d'échanger les médias. Les médias, ça veut dire des données de différentes formes,
ce n'est pas seulement XML. XML, c'est juste une solution. On peut utiliser aussi le format JSON, SVG, etc. Alors, l'idée principale, c'est comment utiliser une simple requête HTTP pour faire appel à une méthode d'un web service au lieu de passer par d'autres couches, comme par exemple le protocole SOAP. Il y a deux notions qu'il faut bien comprendre, JAX-RS et WADL. Un web service est toujours une classe qu'on va la créer par un langage de programmation. Et dans notre cas, on va la développer par Java J2E. Si on va travailler par Java J2E, on a besoin d'utiliser une spécification qui a été principalement pour les web services basés sur le protocole REST. Cette spécification s'appelle JAX-RS. Jusqu'à maintenant, nous avons vu JAX-WS, c'est un protocole basé sur SOAP, et maintenant, JAX-RS, c'est un protocole basé sur REST. Alors, JAX-RS, tout simplement, c'est une spécification qui permet de gérer les web services basés sur le protocole REST. En principe, le web service est déployé dans un web container, c'est-à-dire dans un serveur web. Par exemple, un container Tomcat, par exemple. Pour qu'un client puisse invoquer la méthode d'un web service, elle a tout simplement besoin d'envoyer une requête HTTP. On peut envoyer des requêtes HTTP avec des méthodes POST, GET, PUT, DELETE. Le conteneur reçoit la requête envoyée par le client et cette requête passe par un middleware qui implémente JAX-RS. Dans le cas des applications J2E, c'est Servlet. Jersey Servlet, c'est une implémentation du JAX-RS. Exemple, GPA est une spécification et Hibernate, c'est une implémentation de GPA. La même chose ici, JAX-RS est une spécification et Jersey, c'est une implémentation de cette spécification. JAX-RS est une spécification qui possède d'autres implémentations. Parmi ces implémentations, on a Jersey de Oracle, fourni par Oracle, et CXF fourni par Apache, REST Easy fourni par JBoss, etc. Il y a plusieurs implémentations. Maintenant, on va voir le WADL. L'équivalent de WSDL dans SOAP, c'est WADL. WADL est un fichier XML qui permet de faire une description d'interface du web service REST ou bien tout simplement, c'est une application web. Autrement dit, dans le WADL, on va trouver les différentes requêtes qu'on peut envoyer et pour chaque méthode, quelle est la méthode qu'on va utiliser. Est-ce que c'est une méthode GET ou bien POST, PUT ou bien DELETE, etc. Et quelle est l'URL qu'on va utiliser et quels sont les paramètres qu'il faut envoyer et en quel format. Tout ça est décrit dans le WADL. REST, ce n'est pas un nouveau protocole. REST, c'est une norme qui se base sur des protocoles qui existent déjà. On ne va rien ajouter, on va juste utiliser des protocoles HTTP, mais d'une manière relativement qui respecte un certain nombre de règles. La norme REST définit 5 règles principales. La première règle, l'URL comme identifiant des ressources, c'est-à-dire il faut respecter un standard pour construire des URL. Dans cette règle, c'est juste une norme qui indique comme quoi la forme des URL utilisées dans votre application web doivent respecter une norme. La deuxième règle, les méthodes HTTP comme identifiant des opérations. Donc, nous avons vu les méthodes POST pour ajouter, GET pour consulter, PUT pour mise à jour et DELETE pour supprimer sont des méthodes de la requête HTTP. Alors, dans le web service REST, on utilise 4 méthodes. Par contre, dans le web service SOAP, on utilise une seule méthode, c'est la méthode POST. Dans REST, on va utiliser les méthodes HTTP comme des identifiants des opérations. C'est-à-dire, pour envoyer une donnée à la base de données, on va utiliser POST. Et pour consulter, par exemple, on va utiliser la méthode GET, etc. La règle numéro 3, les réponses HTTP comme représentation des ressources. C'est-à-dire, on peut avoir des réponses HTTP en différents formats, XML, JSON, etc. En fonction de la demande du client. Ce que nous avons dit tout à l'heure, il y a un client qui va recevoir le résultat au format HTML et un autre qui peut recevoir une réponse au format, par exemple, XML ou JSON. C'est pour ça qu'on dit que la réponse qu'il reçoit le client, c'est juste une représentation de la ressource. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est une représentation JSON, ou bien représentation XML, ou bien représentation SVG, etc. La règle numéro 4. Les liens comme relation entre ressources. Dans REST, il faut juste ajouter un attribut qui s'appelle rel, R-E-L, dans lequel on met tout simplement le sens du lien. Dans une balise, par exemple,
href ou bien bouton, etc. Par exemple, si on met rel égale à paiement, c'est pour dire qu'il s'agit d'un paiement, ou bien pour dire que c'est un lien qui permet d'effectuer un paiement. La dernière règle, c'est la règle numéro 5. Un paramètre comme jeton d'authentification. C'est-à-dire qu'il faut toujours envoyer un jeton d'authentification différent pour chaque requête. C'est une règle de sécurité. Par exemple, dans les applications classiques, on utilise le numéro de session. C'est-à-dire, à chaque fois l'utilisateur envoie une requête, quelle que soit la requête, il envoie toujours le même numéro de session. Dans la norme REST, l'idée, c'est d'envoyer un jeton d'authentification. C'est une clé qu'il faut l'envoyer pour chaque requête. C'est-à-dire, la clé qu'on va l'envoyer est toujours différente. C'est ce qu'on appelle les tokens, c'est-à-dire l'utilisation des tokens. Maintenant, on va voir le format JSON. Nous avons dit que dans les web services REST, on utilise plusieurs formats. Et parmi les formats qu'on utilise, on utilise un format JSON. Donc c'est pour ça qu'on va voir qu'est-ce que ça veut dire ou bien c'est quoi un format JSON. JSON, c'est JavaScript Object Notation. C'est un format de données textuelles dérivé de la notation des objets du JavaScript, du langage JavaScript. Il permet de représenter des informations structurées comme le permet XML par exemple. En utilisant JSON, on peut représenter tout. On peut représenter des objets, des tableaux, des booléens, des nombres, des chaînes de caractères. C'est-à-dire on peut faire tout. Maintenant, on va faire une comparaison entre un fichier XML et un fichier JSON. On remarque que les mêmes informations existent dans les deux fichiers, sauf que le fichier XML est volumineux. Maintenant, on va voir comment implémenter un web service REST avec JAX-RS. Donc, pour le développement d'un web service avec JAX-RS, il suffit de créer une simple classe Java en utilisant des annotations spécifiques à JAX-RS. C'est la même chose que nous avons vu dans le JAX-WS pour les web services SOAP. Il faut aussi un web service REST qui est déployé dans une application web. Et on a besoin de la configuration de la servlet JAX-RS qui est requise pour réaliser le pont entre les requêtes HTTP et les classes Java annotées. Maintenant, on va voir les annotations pour créer un web service REST. Tout d'abord, on crée une classe, par exemple une classe REST Service. Cette classe est précédée par l'annotation path et on trouve dans la path /bank. Ça veut dire que pour faire appel à cette web service, il faut utiliser l'URL, par exemple localhost 2.80.80/askbri/bank. Après, on a une méthode getMessage. Pour accéder à cette méthode, il faut utiliser une requête de type get parce qu'on a une annotation get. Et on a aussi la path /message, c'est-à-dire l'accès à cette méthode par l'URL /bank/message. Et pour indiquer que le message de retour de la méthode getMessage va se réaliser en une format précise, on utilise la notation produce et on utilise l'attribut mediatype.textplain pour le format texte. On peut utiliser par exemple application JSON pour le format JSON, etc. Et aussi la même chose pour les deux autres méthodes. JAX-RS, c'est elle qui va faire appel aux méthodes et elle qui va récupérer le résultat. Mais quand on veut convertir en XML, JAX-RS, elle va utiliser une bibliothèque qui permet de faire le mapping XML. Dans le cas de Java, c'est JAXB. Et si on veut convertir en JSON, on va utiliser aussi une bibliothèque qui permet de faire le mapping objet JSON. Par exemple, JAXZON ou JSON de Google ou JSONB. Dans les applications Java, pour convertir en JSON, c'est implicitement JAXZON qui fait la conversion d'un objet en JSON. Durant cette présentation, on a pu voir ce que c'est un web service et ses deux différents types, SOAP et REST, ainsi qu'un exemple pratique des web services SOAP. Donc maintenant, pour conclure, le choix d'un de ces web services dépend de son utilisation. Si on recherche plus quelque chose qui est ouvert à tous les langages et que la vitesse n'est pas notre priorité, l'utilisation de SOAP est recommandée. Sinon, dans le cas contraire, c'est REST qu'il faut utiliser. Merci pour votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.